Salut à tous et bienvenue sur Johnny Catch. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode final de notre série Pourquoi Batista est un heel exceptionnel. Dans l'épisode précédent, que je vous invite à aller voir si ce n'est pas déjà fait, on s'était plongé dans sa route vers WrestleMania 26 et sa rivalité hautement symbolique et teintée de réel avec John Cena. On avait pu voir pourquoi l'animal détestait cette nouvelle ère plus grand public vers laquelle la compagnie allait et comment cette affiche entre les deux hommes symbolisait en réalité une bataille entre deux visions du business. Dans ce dernier épisode, on verra entre autres si Batista a pu prendre sa revanche sur Cena dans un match digne de cette affiche ou pas, comment celui qui était devenu le top heel de la compagnie en l'espace de quelques mois accumulait les frustrations dans la vraie vie, ce qui a fini par mener à un segment inoubliable le 24 mai 2010, mais aussi les autres occasions où il a pu être heel dans sa carrière depuis, et notamment en 2014, où rien ne s'est passé comme prévu. Vous êtes bien sur Johnny Catch, pourquoi Batista est un heel exceptionnel, épisode 3, c'est parti. Maintenant que Batista avait hélas perdu à WrestleMania 26, il y avait des vraies interrogations autour de lui. Est-ce qu'on allait rester sur cette victoire sans protection aucune de John Cena ? Est-ce que la rivalité allait continuer ? Est-ce que cet excellent heel a désormais perdu son aura et son importance ? Dans le Raw qui suivait WrestleMania 26, dès l'opener, c'est un Batista toujours classe, en chemise et avec ses lunettes de soleil, et qui exige d'avoir son spotlight, qui débarque pour faire une promo. Il dit que cette défaite au Grand Stage of Them All était une arnaque et qu'il veut son rematch. Il sera interrompu par un John Cena tout sourire qui en faisait encore des caisses, je trouve, sur ce soi-disant WrestleMania moment incroyable, toute l'énergie des fans, alors qu'il y avait des chants Cena sucks. Et qu'est-ce qu'il tapait sur les nerfs, à surjouer tout et à forcer les réactions du public. Il va proposer un rematch, mais Batista voudra pas le faire le soir même. Ça va dégénérer. Jack Swagger va même vouloir faire le cash-in de sa mallette Money in the Bank. Quoique non. Après plusieurs weekly où ils vont se rendre coup pour coup, et même un Monday Night Raw où ils n'ont pas pu être présents physiquement, puisqu'ils étaient bloqués en Europe où ils étaient en tournée à ce moment-là, à cause d'une éruption volcanique en Islande qui empêchait tous les vols d'avion, finalement, ce rematch va avoir lieu au pay-per-view Extreme Rules. Et ce sera pas n'importe quel match. Ce sera un Last Man Standing. Alors personnellement, je trouve toujours que cette stipulation peut être lourde et prévisible, avec en général tous ces moments où un des catcheurs est à terre pendant le match et où l'arbitre compte jusqu'à 10 à chaque fois pour voir s'il va se relever. Ça peut être ennuyeux, mais là, ça va donner un match qui était déjà bien meilleur que celui de WrestleMania. Forcément, vu la stipulation, c'était déjà plus violent. Il était aussi plus long, vu qu'il a duré un peu plus de 24 minutes. On notera aussi que Batista fait la prise de soumission du figure fort à un moment, un clin d'œil à un de ses mentors, Ric Flair. C'est également dans ce match qu'il y a le fameux moment où un fan crie à Batista qu'il le déteste et qu'il répond « Moi aussi je te déteste !» C'était un affrontement intense, bien plus varié que WrestleMania, avec un public bien plus vivant. Un incroyable attitude adjustment sur la table des commentateurs. Bon, hélas, même si ça lui coûte pas la défaite vu la stipulation, Batista a encore tap out en subissant le STF de Cena. Mais par contre, le finish est original, puisque le leader de la C-Nation va scotcher les jambes de l'animal pour l'empêcher de se relever, ce qui a au moins le mérite de pas être une victoire ultra dominante. Ça donne lieu à des images vraiment drôles, je trouve, où Batista gesticule face à Cena, qui soulève son titre face à lui. C'est aussi à souligner que la ruse de scotcher les jambes pour handicaper l'adversaire n'est pas vraiment un acte de babyface héroïque, et qu'au moins, ça faisait appel à une facette de Cena où il est plus inventif et malin. Alors bien sûr, les semaines suivantes, ce finish controversé va permettre à Batista de dire que c'était ridicule, qu'il n'a pas vraiment perdu, et il va redevenir le number one contender en gagnant un match triple threat contre Randy Orton et Sheamus, grâce à une intervention de Edge. Il va y avoir un Beat the Clock Challenge dont le vainqueur aura le droit de choisir la stipulation pour leur affrontement à venir. Et je dois dire que c'est quelque chose que j'adore, quand une rivalité comporte plusieurs matchs, avec plusieurs stipulations, et donc des affrontements qui ne se ressemblent pas du tout.
c'est quelque chose qui était beaucoup plus fréquent à la WWE à cette époque. D'ailleurs, c'est marrant qu'à l'occasion de ce Beat the Clock Challenge, Batista a affronté à Raw Daniel Bryan, 4 ans avant qu'il se retrouve dans le main event de WrestleMania 30. À propos de ce match en 2010 contre le futur leader du Yes Movement, l'animal dit « Bien avant que tout le monde soit à fond sur Bryan, quand les officiels voulaient que je le batte dans un squash, j'ai dit non. Il est juste trop bon. Il venait depuis des années et je ne comprenais jamais pourquoi il ne lui donnait pas de contrat à la WWE. Finalement, on a donné aux officiels une version de ce qu'ils voulaient, mais on leur a donné un super match. » On peut dire que Batista sort clairement grandi de cette anecdote. En tout cas, c'est Cena qui va gagner le droit de choisir la stipulation et il opte pour un I Quit match où on peut uniquement gagner en faisant dire à son adversaire les mots I quit, c'est-à-dire j'abandonne. Alors là, si on prend un peu de recul, on se dit qu'il n'y a pas vraiment de suspense. Jamais de la vie, John Cena, celui qui prêche la persévérance depuis des années et dont le mantra qui a inspiré tellement de fans est Never Give Up, irait abandonner. Le seul élément qui pouvait peut-être faire douter de l'issue de ce match, c'était le fait que dans les Raw qui mènent à ce I Quit match qui aura lieu au show Over the Limit, Batista va se mettre à faire une nouvelle prise de soumission dévastatrice, notamment sur Mark Henry, qui va perdre connaissance en la subissant. Personnellement, je trouve que c'était une bonne idée de la fédération de lancer cette prise à cette période-là, parce que non seulement ça complète l'arsenal de Batista, qui n'avait pas de prise de soumission qui pourrait potentiellement faire abandonner un adversaire, mais ça laisse imaginer qu'à défaut de crier « I quit », John Cena perdrait peut-être connaissance en subissant cette prise dans leur match à venir. En tout cas, ce match à Over the Limit, qui sera quoi qu'il arrive leur dernier affrontement, est à mes yeux leur meilleur match ensemble. Celui qui était digne du prestige de cette affiche. Il était encore différent des précédents, et il était épique. Ce que je retiens le plus de cette guerre, c'est le moment où Cena verse de l'eau sur Batista pour le réveiller après qu'il ait perdu connaissance. Tout ce passage brutal où ils ont été dans le public, et surtout, le spot final hallucinant où ils sont sur le toit de la voiture et où Cena, même après que Batista ait dit « I quit », lui fait un attitude adjustment qui le fait s'écraser violemment sur le stage. À ce moment-là, il faut prendre suffisamment conscience de ce que cette défaite de Batista représente. Comme on l'a vu précédemment, Batista, c'est la vision du catch old school. C'est l'homme qui n'aime pas l'ère PJ. Celui que ça excède dans la vraie vie, qu'on donne tout à Cena. Et ce 23 mai 2010, il a perdu de la manière la plus humiliante possible contre l'incarnation de cette nouvelle ère du business. Personnellement, ce match et même cette rivalité en fait, je le vois comme une métaphore de la nouvelle WWE grand public et politiquement correcte qui enterre pour de bon ce que des superstars comme Stone Cold Steve Austin, The Rock, Batista incarnaient. Plus rien ne sera jamais pareil, d'autant plus que c'est une époque où Ric Flair et Shawn Michaels ont récemment pris leur retraite, où Edge la prendra aussi en 2011, sans du tout imaginer pouvoir revenir dans 9 ans. Une époque où Triple H et l'Undertaker sont en train de devenir des part-timers, où Jeff Hardy est aussi parti. À cette liste va même s'ajouter un nouveau nom, et pas des moindres. À Raw, le lendemain de ce match qui lui a laissé des grosses séquelles au point d'être dans un fauteuil roulant, Batista va faire une promo iconique, dont voici un extrait. Vous croyez que je vais pas le faire ? Vous croyez que je vais pas quitter cette compagnie ? Cet endroit n'est rien sans moi. Sans moi, cet endroit va faire faillite en 1 semaine. Vous tous là, les shows vont tellement vous ennuyer que vous en regarderez plus jamais après. Vous payez tous pour me voir. Vous pensez que je vais pas m'en aller ? Vous croyez que je vais pas le faire ? Je m'en vais ! Après ces paroles prophétiques, Batista va pas seulement quitter le ring, mais il va bel et bien quitter la WWE pour de vrai. Il était arrivé au bout de son contrat, et voici ce qu'il a dit au sujet de son départ. Ça faisait presque 1 an qu'ils étaient au courant que mon contrat se terminait. Et j'ai fait tout ce qu'ils me demandaient. J'ai tout donné jusqu'au jour où je suis parti. Ils ne pensaient pas que je m'en allais le soir où je suis parti. Il y a juste eu quelques personnes qui m'ont dit au revoir et merci. J'ai été escorté en dehors de l'arène. Ça m'a vraiment montré ce qu'ils pensaient de moi. J'ai quitté la WWE avec le dos brisé. Peu de personnes le réalisent,
mais dans mon dernier match avec Cena, je me suis cassé le dos. Au moment de quitter l'arène une dernière fois, la légende Arn Anderson a essayé de le raisonner, de lui dire qu'il avait bossé des années pour devenir un des main eventers de la compagnie, qu'il pourrait se faire beaucoup d'argent en tant que heel les années suivantes. Mais il n'y avait rien à faire. Batista, qui en avait marre que Cena puisse faire tous ses films et pas lui, voulait tenter sa chance dans le cinéma. Et même si ça a été laborieux, il a fini par réussir ce qu'il voulait, devenir acteur à Hollywood. Comme il le raconte, « Pendant 3 ans, je mourais de faim. J'étais ruiné. Ma maison a été saisie. J'ai vendu toutes mes affaires. J'avais des soucis avec les impôts. J'étais perdu. Puis en 2013, j'ai fini par avoir le rôle de Drax dans le film Gardien de la Galaxie. Après ça, ma vie s'est améliorée. J'ai eu du succès. Et pourtant, pas si longtemps avant, je devais encore emprunter de l'argent pour acheter à manger, pour payer le loyer, pour acheter des cadeaux de Noël à mes enfants. C'est donc par ce départ pour Hollywood et une nouvelle vie que ce premier run de Batista en tant que méchant à la WWE s'est terminé. Alors c'est vrai qu'on peut avoir des réserves sur la manière dont il a été booké dans cette rivalité avec John Cena. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il a clairement été le meilleur heel de la compagnie pendant plusieurs mois. Que c'est dommage de ne pas l'avoir été avant dans sa carrière. Mais qu'en termes d'intensité, de look et de virilité, il était vraiment exceptionnel à mes yeux. Les années suivantes, tout en étant désormais acteur à Hollywood, Batista va avoir 2 autres périodes en tant que heel à la WWE, dont une qui ne s'est pas du tout passée comme prévu. Le 20 janvier 2014, il va faire un retour en tant que babyface à Monday Night Raw. Et dès ce moment-là, c'était en réalité voué à mal se passer, je trouve. Parce qu'il faut savoir que Batista avait certes dit aux officiels qu'il voulait revenir catcher, mais ce n'était pas du tout son idée de revenir pour le Royal Rumble de cette année-là et de faire le main event de WrestleMania 30. Ça va quand même avoir lieu alors qu'il n'était pas prêt physiquement. Et même au niveau de ses tenues, il a raconté qu'il a été pris de court. Et puis, une autre erreur selon moi, a été de non seulement annoncer son retour, mais aussi de le faire à Raw et de ne pas garder la surprise pour le pay-per-view. Au final, il va certes gagner le Rumble, mais la sauce ne prend pas du tout. Il est pris en grippe par des fans, qui le surnommeront même Bautista à un moment. Ils sont encore marqués par le départ récent de CM Punk, et en ont presque que pour Daniel Bryan, qui fera tap-out l'animal à WrestleMania quelques semaines plus tard. Batista finira par faire un heel turn, mais c'était par la force des choses. Lui raconte qu'il voulait revenir comme heel dès le début, mais que c'est la WWE qui voulait qu'il soit plutôt face. À propos de tout ce run, il dit « Ce qui m'énerve, c'est que les fans étaient tellement occupés à chanter CM Punk ou Bautista qu'ils sont passés à côté de bons matchs que j'ai eus, notamment avec Dolph Ziggler. » Personnellement, je trouve que ce deuxième run de Batista en tant que heel, qui se termine une nouvelle fois par un départ, et dans ce qui est, selon moi, sa pire version de l'histoire, aurait pu être largement meilleur sans toutes ces mauvaises décisions. Parce qu'en soi, c'était super de revoir l'animal à la WWE. Il apportait du star power et du charisme. Et c'est vraiment un gros gâchis. Surtout que c'était quand même évident que c'est en heel que Batista avait fait le meilleur travail de sa carrière quelques années avant. Heureusement, sa carrière ne se conclura pas sur cette note amère. Et en 2019, il aura l'occasion d'avoir une dernière rivalité avec celui contre qui tout a commencé en 2005, Triple H. Cette fois-ci, il sera heel dès le départ, avec notamment un segment où il va attaquer Ric Flair en février. Alors, ce sera pas long, et ce sera juste pour un match à WrestleMania contre The Game, pour boucler la boucle on va dire. Mais au moins, ça a pu se passer comme Batista le voulait. Et puis, je trouve qu'il y avait une identité forte dans ce run, qui le rendait complètement différent des précédents. Entre les lunettes de soleil colorées, les piercings au nez, le moment iconique du Give Me What I Want. D'ailleurs, à propos de ce moment-là, l'animal a dit que c'était même pas prévu, qu'il avait oublié ce qu'il était censé dire, et qu'il a improvisé. Au final, c'est peut-être la scène la plus mémorable de cette dernière période comme heel, avec aussi bien sûr le match qu'il a eu contre Triple H à WrestleMania 35. En tout cas, ce qu'on peut dire en s'étant replongé dans les différentes périodes autour de 2010, 2014 et 2019, c'est que la plus passionnante a été la première bien sûr, qui était plus longue, la mieux construite, où il était vraiment au top à tout point de vue. Et finalement, heureusement qu'il n'est pas resté un babyface toute sa carrière, parce que ça ne fait aucun doute. Batista est un heel exceptionnel.
Et c'est ainsi que se termine notre série sur Batista et les moments où il a joué un méchant à la WWE. Des périodes qui ont été marquées par plein de scènes iconiques comme le heel turn initial sur Rey Mysterio, ces raclés qu'il a infligés à John Cena pendant plusieurs semaines, leur spot final à Over the Limit, et j'en passe. On a rarement eu des superstars aussi badass et intenses que lui à la fédération. Et finalement, c'est dommage qu'il soit parti de la WWE et qu'on n'ait pas pu profiter plus longtemps de ce personnage. Ça me fait d'ailleurs vous poser une question. En vous remettant dans le contexte en 2014, comment vous auriez écrit le retour de Batista dans la compagnie et sa route vers WrestleMania 30 ? Dites-nous ce que vous en pensez, ce sera un plaisir de lire vos commentaires et de partager nos avis ensemble, parce que c'est le catch comme on l'aime. Si vous trouvez aussi que l'animal est un heel exceptionnel, explosez-moi la barre de like, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines, c'est le meilleur soutien pour la chaîne. Merci beaucoup à ceux qui l'ont fait et à ceux qui le feront, on est ensemble. Prenez soin des vôtres et à bientôt sur Johnny Catch.